affectés par cette linéation. On peut les voir à différentes échelles, et notamment à l'échelle de l'affleurement et à l'échelle de l'échantillon. Quand on va sur le terrain, à l'échelle de l'affleurement, on peut voir ces linéations. Comme également sur les échantillons, on peut voir les linéations. Mais ils peuvent prendre plusieurs aspects et ils peuvent avoir également plusieurs origines. Alors, dans cette partie-là, on va voir donc les différents types de linéations. Le premier type, c'est ce qu'on a déjà évoqué la dernière fois, quand on a parlé de la schistosité. C'est ce qu'on avait appelé l'alignation d'intersection. L'alignation d'intersection, c'est tout simplement les lignes qui forment l'intersection entre les plans de stratification S0 slash S1, ou bien L majuscule 0, 1, tout simplement. Quand on note L majuscule 0, 1, linéation, on désigne donc linéation d'intersection S0, S1. Alors ici, c'est l'alignation d'intersection entre la stratification, les surfaces de stratification et les plans de schistosité. Mais dans certains cas, on peut avoir l'alignation d'intersection entre deux schistosités, entre deux plans de schistosité. Alors dans ce cas-là, on note cette lignation L majuscule 1,2, c'est-à-dire S1, S2. Schistosité 1, schistosité numéro 2. Parce qu'un échantillon peut être affecté par deux générations de schistosité, si vous voulez. 1, 2. Voilà donc sur cette figure-là, comme vous voyez ici, vous avez des plans. Vous avez le plan S0 ici horizontal, ici, ce plan-là, S0. Donc on peut l'avoir également ici, S0. On peut l'avoir également ici, un plan horizontal comme ça. On peut avoir le S0 ici, par exemple, ce plan-là, etc. Il s'agit ici de plans, donc la S0 ici, c'est-à-dire les limites de stratification sont horizontales, limites horizontales ici. Dans ce cas de figure, dans cette figure-là, S0, des plans horizontaux. S1, regardez, c'est ce plan-là. S1, c'est ce plan-là. C'est un plan incliné. Incliné. D'accord? Alors, l'alignation d'intersection S0, S1, sur cette face-là, c'est ces plans-là. Regardez, c'est ces lignes-là, pardon. C'est des lignes, cette ligne-là. Mais sur ce plan-là également, l'intersection de S0 et S1, c'est ces lignes-là. On peut avoir des lignes comme ça. On peut avoir des lignes comme ça, comme lignation d'intersection. C'est l'intersection de ces plans S1 et des plans S0. Alors, je vais vous montrer ça sur ce schéma que j'ai fait ici. Donc, vous avez le plan S1, c'est-à-dire la schistosité. Vous avez les plans de S0, la stratification. Alors, l'intersection, c'est ici. L'intersection de ce plan-là, S0, avec ce plan-là, S1, c'est cette droite rouge. C'est ce qu'on appelle l'alignation d'intersection S0, S1. Donc, c'est facile à comprendre. Là également, vous avez une structure plissée, c'est-à-dire des plis schistosés. Et comme vous voyez ici, regardez l'axe du pli, il est là.
Le plan axial, elle est là. Plan axial. Alors, vous avez la schistosité, c'est ces plans-là. Les plans parallèles ici, c'est en gros, c'est des plans parallèles au plan axial, si vous voulez. Mais bien sûr, avec ce qu'on avait appelé la réfraction de la schistosité. Regardez ce trait rouge, par exemple. Vous avez la réfraction de la schistosité au niveau des couches. C'est-à-dire, les couches ici ne sont pas de la même, ils ne présentent pas la même compétence. Par exemple, ces couches-là sont plus compétentes que ces couches-là en blanc. C'est pourquoi donc, on a le phénomène de réfraction de la schistosité. Mais grosso modo, ici, les plans de schistosité sont parallèles au plan axial du pli. Donc, on peut parler donc d'un pli à schistosité plan axial ou bien un pli synschisteux. Pli synschisteux. Donc, ça, on l'a vu la dernière fois. Alors ici, ce que je veux vous montrer, c'est l'alignation d'intersection S0, S1 que vous avez ici. S0, S1. Alors, l'alignation d'intersection, c'est seulement ces lignes-là. Lignes qui sont parallèles ici à l'axe du pli. Cette ligne-là, c'est l'alignation d'intersection entre la surface de stratification et la schistosité, les plans de schistosité. Parce que le plan de schistosité, regardez, c'est ces plans-là. Ce plan-là. La stratification, c'est ces limites-là. Ces limites. Alors, l'intersection entre ce plan-là et ce plan-là, c'est cette droite-là. C'est ce qu'on appelle donc la lignation d'intersection. Le deuxième exemple de lignation, si vous voulez, c'est la lignation de crénulation. Alors, la lignation de crénulation, c'est tout simplement les lignes correspondant, si vous voulez, aux charnières des microplis. Souvenez-vous bien, quand on a vu la schistosité de crénulation, on a dit que c'est l'ensemble donc des microplissements que subit la roche quand il se déforme, dont donc un aspect, si vous voulez, de crénule ou bien de microplis. Alors, les charnières ou bien les microcharnières de ces microplis, qui sont généralement anguleuses, microcharnières ou bien des charnières anguleuses sous forme de crénule, et c'est ce qu'on appelle donc l'alignation de crénulation. Il s'agit donc de microplis serrés et réguliers. Alors, leurs charnières forment des lignes. Leurs charnières donc forment des lignes, c'est ce qu'on peut appeler donc l'alignation de crénulation. C'est ce que vous avez sur ce schéma-là, par exemple. Regardez, donc ici vous avez un pli, on peut dire qu'il s'agit d'un pli couché, mais sur l'un des flancs de ce pli-là, regardez, vous avez des microplissements. Et ces microplissements-là présentent des charnières sous forme anguleuse ou bien sous forme de crénule. Et ces crénules-là forment des lignes qu'on appelle l'alignation de crénulation. Ici, voilà donc l'alignation de crénulation comme ça. Lignation de crénulation. Là, sur cette photo, vous avez la même chose. Donc, ces traits-là, ces microplissements, ou bien ces charnières de ces microplissements, on peut les voir ici facilement, forment donc ce qu'on appelle l'alignation de crénulation. Comme ça. Alignation de crénulation. Regardez l'échelle ici, c'est 1 cm. C'est très petit. C'est centimétrique. Un autre exemple de lignation, c'est la lignation minérale. Alors, cette fois-ci, cette lignation-là, elle est matérialisée par des minéraux alignés suivant une direction préférentielle. On peut avoir des minéraux néoformés, c'est-à-dire des minéraux métamorphiques néoformés, ou bien des minéraux anciens réorientés. Autrement dit, cette lignation-là peut être matérialisée par des minéraux formés in situ, néoformés,
c'est-à-dire de nouveaux minéraux formés par la dissolution recristallisation, ou bien tout simplement une réorientation des minéraux anciens. Alors, bien sûr, cette linéation minérale, cette orientation préférentielle des minéraux, indique la direction de l'axe d'étirement de la matière, c'est-à-dire l'axe X. Cette direction, bien cette orientation préférentielle des minéraux, indique la direction d'étirement, si vous voulez, de la matière, c'est-à-dire l'axe X. Vous avez également l'alignation d'allongement, bien d'étirement. Ici, l'alignation, elle est marquée par l'étirement des objets, bien l'allongement des objets présents dans la roche. Quand la roche est déformée, les objets également vont être déformés et ils vont subir, si vous voulez, un étirement, et ils vont former donc ce qu'on appelle l'alignation d'allongement bien d'étirement. Alors, les objets qu'on peut avoir dans les roches, c'est par exemple des galets, par exemple des fossiles, pourquoi pas, et des minéraux aussi, etc. Des minéraux, hein, donc surtout quand il s'agit de minéraux de grande taille, c'est ce qu'on avait appelé les phénoblastes. Les phénoblastes, c'est-à-dire des minéraux de grande taille. Alors, qu'on peut voir, bien sûr, à l'œil nu. Alors, ces objets-là, ils peuvent être étirés de façon continue ou bien discontinue. Et on obtient donc des fragments alignés, des minéraux alignés, des fossiles alignés, des fossiles entiers ou bien des fragments de fossiles alignés. Alors, ces alignements d'objets donnent ce qu'on appelle l'alignation d'allongement bien d'étirement. C'est ce que vous avez sur ce schéma, ou bien sur ce bloc diagramme. Donc, vous avez une roche. Alors, ces ellipsoïdes, on les a placés pour vous indiquer donc l'allongement, bien l'étirement des objets. Par exemple, ici, regardez, vous avez l'allongement dans ce sens-là, ce qu'on appelle donc l'alignation d'allongement, c'est-à-dire l'alignation d'allongement va être comme ça. Les lignes comme ça, parallèles, hein, parallèles. Ou bien ici, la même chose, des lignes parallèles comme ça donnent l'alignation d'allongement. Parce que regardez, les objets sont étirés dans ce sens-là. Étirés, donc déformés et étirés dans ce sens-là. Alors, dans ce cas de figure, bien sûr, on peut établir, si vous voulez, l'ellipsoïde des contraintes. C'est-à-dire, on peut mettre la direction des contraintes. Dans ce cas, sigma 1 présente une direction comme ça. La contrainte maximale sigma 1, et par conséquent, donc la contrainte. Alors voilà, donc vous avez l'axe de raccourcissement Z dans ce sens-là, et vous avez l'axe d'étirement bien d'allongement dans ce sens-là. X, c'est parallèle bien sûr à l'alignation d'allongement. X, étirement bien allongement. L'axe de raccourcissement va être perpendiculaire et donc le sigma 1 il va être parallèle à l'axe Z ici. La contrainte minimale va être parallèle à l'axe d'étirement bien d'allongement, sigma 3, contrainte minimale. Voilà donc comment on peut placer les contraintes maximales et minimales en fonction donc de cette lignation d'allongement bien d'étirement. Autre exemple, si vous voulez, de lignation, cette fois-ci, est lié au boudinage, ce qu'on appelle le boudinage. Alors, le boudinage, tout simplement, c'est le fait par lequel on aura le découpage régulier de bancs résistants entourés d'une matrice ductile. Alors, on parle donc de boudinage, si vous voulez, de ces bancs résistants. C'est-à-dire, imaginez, vous avez une roche dans laquelle on a, par exemple, un niveau de quartz entouré par des niveaux, par exemple, d'argile ou bien de marbre. Le quartz, donc, il est très
plus compétent, si vous voulez, très dur par rapport aux marnes et argiles. Donc, quand ces roches subissent, si vous voulez, des contraintes, alors les, les niveaux, les niveaux argileux ou bien marneux, c'est-à-dire moins compétents, vont se déformer sans se casser. Tandis que le niveau de quartz va donc se casser parce qu'il s'agit d'un niveau très dur, très résistant. Au lieu de se déformer, il va donc se casser, il va donc se découper, subira donc un découpage régulier en bancs résistants, c'est-à-dire avec en niveau, en fragments ou bien en morceaux résistants, et qui reste donc entouré de la matrice qui va être déformée. Alors tout simplement, ces baguettes, si vous voulez, c'est ce que vous avez ici sur ce schéma-là. Alors les baguettes parallèles, on va avoir donc des baguettes parallèles comme ça, une baguette ici, des baguettes ici. Les baguettes parallèles définissent l'alignation de bodinage. Ces baguettes-là, regardez des baguettes, c'est-à-dire, alors ici, vous avez l'état initial, le niveau, il y a la couche noire, c'est le niveau dur, résistant. Puis de part et d'autre, vous avez des niveaux ductiles, plus ductiles. Alors ces niveaux plus ductiles, regardez quand on exerce une contrainte sur cet ensemble-là, ces niveaux ductiles vont se déformer, tandis que le niveau dur, il va donc se casser. Donc ici, c'est le début de la déformation. Ici, c'est la fin de la déformation. Donc à la fin, on obtient ce qu'on appelle les boudins, ou bien des baguettes parallèles. Ça, c'est les boudins. Ça, c'est un boudin. Ici, c'est un boudin. Ici, c'est un boudin. Les baguettes parallèles, donc, qui définissent, on obtient donc ces baguettes comme ça, d'autres baguettes ici, d'autres baguettes ici, parallèles, qui définissent l'alignation de bodinage. Alors, l'étirement ductile, puis la rupture des baguettes définit la direction d'allongement. Ça, donc les couches, ou bien les niveaux ductiles vont subir un étirement, ils vont subir, si vous voulez, un étirement, et les baguettes, c'est-à-dire du niveau dur, il va y avoir donc rupture du niveau dur en baguette ici, en noir. Alors, ces éléments-là définissent, si vous voulez, la direction de l'allongement. Donc, la direction de l'allongement, c'est cette direction-là. Pardon? C'est cette direction-là. Vous l'avez également ici. Vous l'avez également ici. Direction d'allongement ou d'étirement. Alors, ici, on parle donc de l'alignation de bodinage. L'alignation de bodinage. C'est la même chose ici. Donc, vous avez ici l'état initial, c'est-à-dire avant déformation. Quand on commence la déformation, il va y avoir donc l'étirement des couches ductiles et le début donc de découpage, si vous voulez, du niveau dur. Puis à la fin ici, comme vous voyez, le niveau dur est découpé en boudins, ce qu'on appelle les boudins. Et donc l'étirement de ces baguettes-là indique le sens, si vous voulez, ou bien la direction d'allongement de la matière. Donc ici, l'étirement, ou bien l'axe d'allongement, ou bien d'étirement, c'est cet axe-là. Autrement dit, la contrainte maximale ici, elle est comme ça, sigma 1. Donc sigma 1 ici. Ici, dans ce cas-là, la contrainte maximale, elle est comme ça. Elle est horizontale, bien sûr. Comme ça. Et comme ça. Sigma 1. Voilà donc ce qu'on appelle l'alignation de bodinage. La même chose ici. Hein. Ici, sauf ici, on parle d'un bodinage symétrique, si vous voulez. Encore, c'est des détails. Hein. Bodinage symétrique. Ici, un bodinage asymétrique. Symétrique parce que regardez ici, au niveau donc on peut parler du col, si vous voulez. Col ici. Vous avez la cristallisation dans l'ombre de pression. Ce qu'on appelle ici l'ombre de pression, c'est-à-dire les limites entre les boudins, si vous voulez. Donc, c'est symétrique. Alors qu'ici, regardez, les boudins se présentent comme des losanges, des petits losanges, et cette ombre de pression est asymétrique.
asymétrique. Donc, vous avez un étirement dans ce sens-là. Donc, c'est asymétrique. Et on parle, donc ici, c'est des détails qui n'ont pas d'importance. Hein. Boudinage symétrique, boudinage asymétrique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce découpage régulier de bancs résistants qui donnent donc des boudins et qui peuvent indiquer, si vous voulez, la direction d'étirement bien de l'allongement. C'est ce qu'on appelle la lignation de boudinage. La lignation de boudinage. C'est ce que vous avez ici sur ce bloc diagramme. Donc, vous avez un bloc diagramme ici avec des couches ici noires, couches résistantes, et ici des couches ductiles, si vous voulez. Quand les roches subissent donc des contraintes, ils vont donc se découper en boudinage. C'est-à-dire les niveaux résistants vont se découper en boudinage et on aura donc, si vous voulez, les directions des axes de la déformation. Vous avez ici l'axe Z, c'est vertical dans ce cas-là. Vous avez l'axe X, c'est les horizontales. Ce qui veut dire que vous avez sigma 1, comme ça. Sigma 1 vertical. La même chose du bas. Sigma 1, donc il est vertical comme ça. Voilà, c'est ce qu'on a mis ici. Donc sigma 1, il est vertical, flèche jaune. Et sigma 3, bien sûr, il peut être que horizontal ici, parallèle à l'axe d'allongement bien d'étirement. Pardon, c'est sigma 3. Sigma 3. Même chose ici, de ce côté-là, sigma 3. Voilà, c'est ce que vous avez donc ici sur ce bloc diagramme. Sigma 1 vertical, sigma 3 horizontal. Alors ici, on va essayer donc de faire une récapitulation, c'est-à-dire on va récapituler un petit peu donc ces exemples ou ces types de lignation. Alors le premier exemple, comme on l'a expliqué, la lignation d'intersection S0, S1, c'est ce que vous avez sur ce schéma-là. Ici, 1. Ça, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc, vous avez la stratification de 0 ici, elle est plus ou moins parallèle, et elle est plus ou moins horizontale. Et vous avez S1, S1, c'est-à-dire la schistosité, ces plans-là, plus ou moins inclinés. Souvenez-vous bien, quand on avait parlé de la schistosité, on a dit généralement la schistosité représente le plan XY. C'est ce que vous avez ici, ce plan-là. C'est le plan de la schistosité. Plan de la schistosité S1. Alors, la lignation d'intersection S0, S1, c'est ces lignes-là. Donc, c'est facile à. C'est ces lignes-là ou bien ces lignes-là. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là également, c'est la lignation d'intersection S0, S1. Alors, dans ce cas de figure, bien sûr, comme vous voyez ici, donc le champ de déformation, on peut le représenter comme ça. C'est-à-dire, l'axe de raccourcissement maximal, il est dans ce sens-là, puis l'axe d'allongement dans ce sens-là. L'axe d'allongement vient d'étirement, c'est-à-dire X comme ça et Z comme ça. Voilà donc le champ de contrainte pour ce cas de figure, bien sûr. Deuxième exemple, c'est la lignation de forme, bien les lignations de forme. Ici, vous avez plusieurs types, plusieurs exemples de lignation, et notamment la figure 2 et 5. 2, vous l'avez ici, la figure 2 ici, et la figure 5. Alors, ces deux lignations-là, on les appelle par exemple les lignations de forme, à savoir la lignation de crénulation, qu'on avait expliqué tout à l'heure, ici, et la lignation de bourdinage qu'on vient d'expliquer, ici. C'est ce qu'on appelle les lignations de forme. Alors ici, pour le champ de contrainte, donc vous avez l'axe Z ici, bien sûr, il va être horizontal, puis l'axe X, il va être vertical ici. C'est presque la même chose qu'ici. Parce que la contrainte maximale, ici, il va être comme ça, c'est-à-dire sigma 1. Donc sigma 1 comme ça, horizontal. Puis sigma 3, il va être vertical. Sigma 1 ici. Puis sigma
3 va être vertical, comme ça. Sigma 3. Donc ici, vous avez le raccourcissement maximal, axe Z. Vous avez l'allongement, bien l'étirement maximal, axe X. Pour la création de bobinage, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, vous avez l'étirement ici, il est horizontal. Donc, l'axe X est horizontal. Vous avez le raccourcissement vertical, l'axe Z vertical. Donc, sigma 1 vertical, sigma 3 horizontal. C'est simple donc à comprendre. Ici, c'est sigma 1. Vous avez donc l'alignation. Donc, vous avez l'alignation de boudinage. LB ici, c'est l'alignation formée par les boudins, les baguettes. Les baguettes, vous avez l'alignation comme ça. Vous avez une autre alignation comme ça. Vous avez une autre alignation comme ça, par exemple. Alignation par boudinage ou bien alignation de boudinage. Ici, pour l'alignation de crénulation, c'est les crêtes ou bien les charnières, les micro-charnières, les micro-plis qui vont former donc des lignes. Des lignes, ce qu'on appelle l'alignation de crénulation. C'est des lignes comme ça, c'est des lignes parallèles. Alignation de crénulation. Voilà donc pour ce qu'on peut appeler l'alignation de forme. Troisième exemple, alignation de croissance minérale. Lignation de croissance minérale, 3 ici. Ici, vous avez une déformation accompagnée donc de la croissance minérale. Alors, les minéraux qui vont, c'est ce qu'on avait appelé tout à l'heure, les minéraux néoformés, si vous voulez. Minéraux néoformés, une croissance minérale au cours de la déformation. Ces minéraux donc qui vont être formés, ils vont être orientés d'une manière préférentielle et vont former donc des lignations. Des lignations c'est-à-dire vont croître, si vous voulez, dans le sens d'étirement, bien d'allongement, qui vont former donc des lignations, de croissance minérale, comme ça, par exemple, pour ce cas de figure. Ici, donc, vous avez également l'ombre de pression, si vous voulez, également ici, comme on a vu tout à l'heure pour les baudins, ici, l'ombre de pression. On peut la voir également dans le cas de lignation de croissance minérale. Les minéraux présenter des ombres de pression, de part et d'autre, si vous voulez, de la croissance minérale. Alors ici, vous avez donc, comme j'ai dit, donc les minéraux donc croient ou bien s'allongent, si vous voulez, donc, selon l'axe d'allongement, c'est-à-dire l'axe X, c'est ce que vous avez ici. Donc l'axe X, il est comme ça. L'axe Z, il va être vertical. Vertical. Donc Z vertical, X horizontal. C'est ce que vous avez ici. L'alignation donc de croissance minérale est parallèle à l'axe, si vous voulez, l'axe vertical. Donc, pour l'alignation de croissance minérale. Quatrième type, l'alignation d'allongement d'objets préexistants, c'est-à-dire ce dernier cas ici. Donc, c'est ce qu'on avait appelé tout à l'heure, donc l'alignation d'allongement, bien d'étirement, si vous voulez, d'objets préexistants. Objet préexistant, comme j'ai expliqué, peut-être un fossile, peut-être un minéral, et peut-être autre chose. Alors, bien sûr, l'étirement des objets va se faire, si vous voulez, parallèlement à l'axe d'étirement, c'est-à-dire l'axe X. Alignation d'allongement. Regardez ici les objets étirés, allongés, suivant l'axe X. Donc ici, vous avez l'axe X horizontal et l'axe Z, vous l'avez, l'axe Z
elle est verticale. Cela veut dire que sigma 1 ici, elle est verticale, comme ça. Sigma 1. Et voilà, sigma 1. Sigma 3, elle va être horizontale. C'est-à-dire comme ça, horizontale. Sigma 3. La même chose de ce côté-là. Voilà, donc sigma 3. Voilà donc, grosso modo, les différents types de lignation qui peuvent accompagner, si vous voulez, la déformation des roches. Alors, ces lignations, les lignations minérales, c'est-à-dire 3, par exemple ici, et les lignations d'allongement en 4 ici, et le boudinage ici, ces 3 types de lignation donnent avec précision la direction de l'axe X de l'ellipsoïde de déformation. C'est ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire, ces lignations sont donc les lignations les plus importantes qui peuvent nous indiquer la direction de l'axe d'allongement, bien d'étirement maximal, d'une manière assez précise. Au contraire des deux premiers types de lignation, c'est-à-dire la lignation d'intersection S1 et S0 et la lignation de crénulation. Voilà donc le récapitulatif, si vous voulez, sur les différents types, si vous voulez, de lignation. Alors, maintenant, on va passer à voir un peu quelques illustrations. Alors, vous voyez ici sur cette photo, c'est une photo d'affleurement, photo de terrain. Alors, sur cette photo-là, vous voyez donc, il montre des objets déformés. Regardez donc les objets. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais en grande partie, c'est des fragments de roche. C'est des morceaux de roche, mais déformés sous forme de lentilles ici, sous forme de quelque chose qui rappelle des lentilles. Lenticulaire, présente un aspect lenticulaire, regardez, et parallèle. Hein. Alors, ces lentilles-là indiquent, si vous voulez, ils présentent donc un axe d'allongement qui matérialise, si vous voulez, qui est parallèle à l'axe d'allongement bien d'étirement maximal. Donc, si je prends par exemple cette lentille-là, donc vous avez son allongement comme ça. Celle-là, la même chose comme ça. Et regardez les autres, par exemple, ces petites lentilles comme ça, présentent un axe d'allongement comme ça. Donc, tous ces axes-là d'allongement, regardez, sont orientés d'une manière préférentielle, parallèle entre eux. C'est ce qui donne donc la lignation d'allongement ou bien d'étirement. Donc, on peut voir des lignations comme ça. On peut les tracer facilement comme ça, des lignations comme ça. Ce qui veut dire que, donc, dans ce cas de figure, vous avez l'axe Z comme ça et l'axe X comme ça. Vous avez l'axe X, c'est-à-dire l'axe d'allongement bien d'étirement maximal comme ça, et l'axe Z comme ça. Autrement dit, vous avez la contrainte maximale sigma 1, comme ça, orientée comme ça, et la même chose de ce côté-là, sigma 1, et vous avez sigma 3, orienté comme ça, contrainte minimale, sigma 3. Et la même chose de ce côté-là, sigma 3. Voilà donc le champ de contrainte et le champ de déformation, si vous voulez, pour ce cas de figure. Il s'agit là de lignation d'allongement bien d'étirement. Cette photo, comme vous pouvez le constater, les microplis, un ensemble donc de microplis, et dans les charnières forment la lignation de crénulation. Donc, vous avez une lignation de crénulation comme ça, vous l'avez également ici, vous les avez ici, regardez ici, c'est clair, donc on peut
avoir des linéations de crénulation. Voilà, linéation de crénulation. Alors là également, donc on peut, si vous voulez, déduire, si vous voulez, le champ de déformation et de contrainte. Alors la linéation de crénulation ici, il est parallèle, si vous voulez, à l'axe X. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'axe X ici, il est, si vous voulez, horizontal, et l'axe l'axe Z ici, il est horizontal, c'est-à-dire il est comme ça, Z, c'est-à-dire l'axe de raccourcissement maximal, et l'axe, ça marche pas, donc l'axe Z comme ça, et l'axe X vertical. Donc ici, Z, c'est le raccourcissement, raccourcissement maximal. Ici, l'axe X, étirement maximal, vertical. Ça veut dire que, tout simplement, vous avez sigma 1 comme ça, sigma 1, même chose de ce côté-là, sigma 1, et sigma 3 vertical. Alors, il s'agit là de linéation de crénulation accompagnée, si vous voulez, de la schistosité, bien sûr, la schistosité de crénulation. Alors, dans cette photo-là, on voit, si vous voulez, des morceaux découpés, des morceaux de niveau ici découpés, par exemple ici, ce niveau-là, et par exemple également ici, regardez, ici et ici. Alors, tout simplement, c'est ce qu'on avait appelé le boudinage, le phénomène de boudinage, le fait d'avoir donc des niveaux résistants dans une matrice plus ductile. Ces niveaux résistants-là se découpent en morceaux. Ce que vous avez également ici, se découpent en morceaux qu'on appelle des boudins et dont donc une structure de boudinage, si vous voulez, ou bien un phénomène de boudinage. Et ce phénomène de boudinage, bien sûr, quand on a donc des boudins parallèles, on obtient donc des linéations de boudinage, la linéation de boudinage. Alors, dans ce cas de figure, donc, vous avez donc les boudins ici, regardez, les boudins alignés comme ça. Donc, des linéations comme ça. On peut voir également des linéations comme ça, hein, etc., etc. Alors, en général, donc, l'étirement est parallèle donc, à ces lignes, bien cette linéation de boudinage. Et par conséquent, donc, on peut déduire le champ de contrainte et de déformation également ici. Donc, vous avez ici l'axe X, il est horizontal, l'axe d'allongement bien d'étirement maximal, et l'axe Z ici, il est vertical, l'axe de raccourcissement maximal. X horizontal et Z vertical. Et par conséquent, on peut placer les contraintes sigma 1 vertical, sigma 1 vertical comme ça, et sigma 3 horizontal. Sigma 3 comme ça, horizontal. C'est-à-dire la contrainte minimale. Contrainte minimale. Sigma 3, voilà. Alors ici, on peut parler d'un contraste de ductilité qui est très important entre les constituants du boudin et la matrice. C'est ce que vous avez ici, contraste de ductilité. Donc ici, les niveaux boudinés sont très résistants. Les niveaux donc déformés ici, c'est les niveaux ductiles. La même chose ici, regardez, donc le niveau résistant ici qui se découpe en morceaux, en boudin. Donc c'est ce qu'on appelle la linéation de boudinage. La même chose ici, regardez ce niveau résistant ici, découpé en boudin. Ici, vous avez ce qu'on avait appelé tout à l'heure un boudinage asymétrique. Boudinage asymétrique.
Alors, le découpage en baudin losangique incliné obliquement par rapport à leur direction d'alignement ou le plan de la foliation. Et leur disposition en marche d'escalier indiquerait une déformation non coaxiale des boudins. Donc ici, tout simplement, vous avez donc ça, c'est des choses un peu, la déformation coaxiale, la déformation non coaxiale, on n'a pas vu, c'est ce que vous allez voir peut-être dans le semestre prochain. Donc c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que vous avez un découpage en losange, boudin, ce qui donne donc ce qu'on avait appelé tout à l'heure un boudinage asymétrique, tout simplement, ici. Mais ça, les champs de contrainte et les champs de formation restent donc, c'est la même chose, la même pratique que tout à l'heure. Donc, vous avez l'alignation ici. Donc, ici, vous avez l'axe, si vous voulez, l'axe X, l'axe d'allongement bien d'étirement maximal, comme ça. Et vous avez l'axe Z, comme ça, dans ce sens-là, axe Z. Et par conséquent, donc, la contrainte sigma 1, comme ça, présente cette direction-là. Voilà, sigma 1 ici. Et sigma 3 va être donc parallèle à l'axe d'étirement maximal. Voilà, donc on termine avec ce chapitre et on va passer au chapitre suivant. Pardon, monsieur. Oui, oui. Pourquoi les linéations de boudinage et de crénulation sont qualifiées d'eau fort? Vous gardez votre question à la fin, s'il vous plaît. À la fin, vous posez votre question. Quand on termine le cours, quand on termine la séance. D'accord? Oui, monsieur. Alors, j'ai dit, maintenant, on a terminé avec le chapitre 4. On va commencer donc le chapitre 5. Alors, dans ce chapitre 5, on va voir ce qu'on appelle la notion de niveaux structuraux ou bien la notion d'un niveau structural, si vous voulez, un niveau structural, des niveaux structuraux. On va voir comment donc on parle, ou bien comment on distingue, si vous voulez, ces niveaux structuraux. Alors, quand on a la compression d'une chaîne de montagne, les structures rencontrées sont très différentes puisqu'elles ont pu se former dans des conditions très variables. C'est-à-dire les conditions de pression et température variables. Et bien sûr, ces conditions-là varient de la surface jusqu'en profondeur, jusqu'à à peu près 40, 50 km, 60 km de profondeur. Ça, vous le savez peut-être, hein, quand on se déplace en profondeur de la Terre, du globe terrestre, bien sûr, les conditions de pression et température varient. Elle augmente en général, augmente. La pression et température augmentent tout en s'enfonçant, tout en se déplaçant vers la profondeur du globe terrestre. Les conditions de pression et température à la surface, elles sont pas importantes. C'est ce qu'on appelle les conditions de pression et température normales à la surface du globe terrestre. Mais quand on descend, quand on se déplace en profondeur, au fur et à mesure que la profondeur augmente, les conditions de pression-température également vont donc changer. Et plus particulièrement, donc, ils vont augmenter. Jusqu'à ce que, bien sûr, on arrive au centre, au cœur du globe terrestre, où vous avez, par exemple, des fortes températures, qui peuvent arriver jusqu'à 6 000, 7 000, 5 000 degrés Celsius, par exemple.
Donc ça, il faut le mettre dans la tête. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ce que je veux dire que quand on est sur le terrain, quand on va dans une chaîne de montagne actuelle, par exemple le Haut Atlas, si on prend par exemple le Haut Atlas, ici la chaîne de montagne du Haut Atlas, alors on va rencontrer des structures géologiques. Ces structures géologiques, elles ne sont pas les mêmes. Automatiquement, elles vont être différentes. Il ne faut pas s'attendre à trouver les mêmes structures géologiques. Vous allez trouver des structures différentes les unes des autres. Et cette différence, si vous voulez, de structure est due au contexte dans lequel elles se sont formées avant. C'est-à-dire, est due aux conditions de pression et température dans lesquelles ces structures-là se sont formées avant d'être remises en surface, avant d'être soulevées dans la chaîne de montagne. D'accord? Donc ça, il faut le mettre dans la tête. Parce que également les roches, même les roches, par exemple, quand on va sur le terrain, il ne faut pas s'attendre à trouver, par exemple, uniquement des roches sédimentaires. Il faut s'attendre à trouver des roches, tout un mélange de roches, n'importe quel type de roche. C'est-à-dire, on peut trouver les roches sédimentaires, on peut trouver les roches endogènes, granit, gabbro, basalte, gneiss, etc. Et toutes ces roches-là, bien sûr, elles ont été formées dans des conditions différentes. C'est la même chose pour les structures géologiques, les structures tectoniques, les structures ou bien, c'est-à-dire les macrostructures ou bien les microstructures. Il faut s'attendre à trouver différents types de structures au niveau d'une région donnée, au niveau d'une montagne, d'une chaîne de montagne donnée, parce que chaque structure est se formée dans des conditions typiques, bien spécifiques, avant d'être remis en surface, bien d'être soulevé dans la chaîne de montagne. Alors bien sûr, cela donc se traduit par une variation de l'intensité de la déformation en fonction de la température et de la pression. C'est ce que je viens d'expliquer. Ces différents types de structures sont liés à une déformation qui s'est effectuée dans des températures de pression variées. Alors, suivant le niveau considéré, on aura différentes structures tectoniques. Selon donc les niveaux considérés au niveau du globe terrestre, si vous voulez, on va voir différents types de structures tectoniques issues donc de différents mécanismes de déformation. Ici, donc, au niveau de chaque niveau, caractérisé par une pression et une température donnée, il va y avoir différents mécanismes de déformation qui vont produire à la fin des structures tectoniques typiques, ce qui permet de subdiviser cet ensemble en une série de domaines où les lois de la déformation restent les mêmes. C'est-à-dire, tout en examinant donc cette profondeur du globe terrestre et en essayant donc de voir des niveaux où les lois de la déformation sont constantes, c'est-à-dire les lois de la déformation constantes donnent les mécanismes de déformation particuliers, et on essaie donc de subdiviser cette profondeur, si vous voulez, cette coupe au niveau du globe terrestre en certains niveaux, c'est-à-dire des niveaux qui ont les mêmes lois de déformation. Quand on a les mêmes lois de la déformation, c'est-à-dire des lois constantes et des mécanismes particuliers, on parle d'un niveau. Et quand on passe d'un niveau à un autre, il va y avoir donc changement de ces lois et changement des mécanismes de déformation. Alors, on appelle un niveau structural tout simplement une zone. Je m'excuse, je n'ai pas mis le... Donc, on appelle un niveau structural une zone de l'écorce terrestre où les mécanismes de déformation sont les mêmes.
Donc, vous avez l'écorce terrestre, vous avez des zones où vous avez des mécanismes de déformation constants, les mêmes. Alors, on qualifie cette zone-là d'un niveau structurel. Donc, on peut avoir plusieurs niveaux structuraux, depuis la surface de l'écorce terrestre jusqu'en profondeur. C'est ce qu'on va voir donc dans ce chapitre. Et avant, il faut qu'on fasse un rappel sur les mécanismes de déformation. Ici, c'est un rappel, hein, juste un rappel parce qu'on a déjà vu ça. Donc, vous avez les types de déformation. Il y a déformation cassante, bien discontinue, tectonique cassante, ou bien déformation discontinue. C'est une déformation non pénétrative. C'est pas comme la déformation ductile, qu'on avait qualifiée de déformation pénétrative. Elle affecte surtout les matériaux compétents, les roches dures compétentes, et engendre donc la formation de plombs de rupture. C'est ce qu'on appelle les failles. Ce qu'on avait appelé les failles. Développement de plombs de rupture, ce qu'on avait appelé les failles. Est-ce qu'on tire déformation ductile ou bien la tectonique ductile ou bien déformation continue, elle est pénétrative, matériel plastique ou bien ductile, et formation de plis, de schistosité, de foliation, etc. Au lieu d'avoir les failles. Hein. Alors, les mécanismes de déformation. Donc, on a vu les différents types de déformation, rappel. Maintenant, on va faire rappel sur les mécanismes de déformation. On va voir déformation par cisaillement. Cisaillement, un mécanisme donc de déformation, c'est un mécanisme de cisaillement. Alors, ce mécanisme de cisaillement, il se déroule, ou bien se produit dans les conditions de déformation plus faibles. C'est-à-dire, il se déroule en général à la surface de l'écorce terrestre, c'est-à-dire là où on a les conditions de pression-température normales, pression-température faible. Voilà donc ce produit à la surface de la Terre. Donc en général, ce mécanisme de déformation, si vous voulez, c'est le mécanisme de la tectonique cassante, bien déformation discontinue. Là, c'est ce que je viens de dire. Donc, vous avez la déformation cassante, création de plans de rupture, ce qu'on avait appelé donc faille. Et si c'est un matériel compétent, dur, faille, microstructure cassante. Le produit du cisaillement, c'est des failles et des microstructures cassantes. Exemple ici, vous avez faille décrochante, décrochement, mouvement du cisaillement, etc. Vous avez sur cette photo-là, vous avez des failles, deux failles normales conjuguées. Vous avez une faille ici, vous avez une autre faille ici, par exemple. Deux failles normales conjuguées. Bloc ABC, bloc soulevé. Même chose ici, bloc ABC, bloc soulevé. Ce qu'on appelle donc mécanisme de déformation par cisaillement. Deuxième mécanisme, c'est le mécanisme par flexion. Ça, on l'a vu également quand on a parlé donc de la tectonique ductile. Par flexion se produit par une tectonique souple non pénétrative. Et on obtient donc la formation des plis isopaques. C'est donc un matériel incompétent, c'est-à-dire un matériel ductile, si vous voulez, une déformation simple avec conservation de l'épaisseur des couches, ce qu'on appelle donc, on obtient donc ce qu'on avait appelé des plis opaques ou bien plis failles parfois. On peut avoir des plis failles, hein? Mais plis failles, c'est-à-dire plis isopaques toujours, plis isopaques. Il peut y avoir glissement des bancs sur bancs, donc tectonique cassante associée. On peut avoir une tectonique cassante qui va être associée à cette déformation ductile. Hein. Souvenez-vous bien, on a dit que peut avoir des fonds de tension ici, au niveau des flancs. Fonds de tension ici, hein, c'est de la tectonique cassante. Il peut y avoir un glissement des bancs sur bancs et on peut avoir des stries de glissement ici, au niveau de la surface des bancs. Stries de glissement. Donc, c'est un exemple qu'on a déjà vu. Donc, il s'agit là,
c'est un mécanisme de flexion. Pli isopaque, regardez les fentes de tension. Toutes ces lentilles, bien ces fentes blanchâtres ici, c'est les fentes de tension, donc c'est la tectonique cassante, microstructure de la tectonique cassante. On peut avoir un glissement des bancs sur bancs, formation donc des skis de glissement à la surface des bancs. On peut avoir un mécanisme d'aplatissement, par aplatissement si vous voulez, qui se produit par la tectonique souple également, ductile pénétrative cette fois-ci. Profondeur importante, pression et température élevée, matériel incompétent, c'est-à-dire matériel ductile, on obtient les plis anisopaques, peuvent être semblables, avec parfois différents types de schistosité, et on parle parfois de plis synschisteux. Quand les plans de schistosité sont parallèles au plan axial, on parle de plis synschisteux. Exemple donc d'un pli anisopaque ici, produit par l'aplatissement. Donc tout ça c'est des rappels. Hein. Même chose ici, donc vous avez ici des plis anisopaques semblables, parfois affectés par la schistosité, qui peuvent être parfois donc des plis synschisteux, mais ici on n'a pas des plans de schistosité ici, ce qu'on a tout simplement c'est des plis anisopaques, des plis semblables. On peut avoir un autre mécanisme de déformation qu'on n'avait pas vu, mais peut-être que vous allez voir après dans les semestres prochains, si vous voulez, les 5 et 6 peut-être, c'est le mécanisme par écoulement. Écoulement, donc ici, comme le nom l'indique, ici, vous êtes dans une zone où les roches, si vous voulez, sont visqueuses pour subir un écoulement, pour se déformer par écoulement. Alors, cet écoulement se produit par une tectonique très souple, c'est-à-dire le matériel visqueux, comme je viens de l'expliquer, et il est également pénétratif. Il s'agit là d'une déformation pénétrative, si vous voulez. Donc, les roches ici sont visqueuses, c'est-à-dire faciles à déformer. Ici, conditions de pression et température très élevées, très élevées. Elles peuvent être même proches des conditions de pression et température de fusion. Elles dépassent, si vous voulez, ils peuvent dépasser, si vous voulez, la pression et température du métamorphisme. En comportement visqueux des roches, plis d'écoulement. Donc, on obtient ici des plis d'écoulement. Des plis d'écoulement. Parfois, on parle de plis en S, des plis avec des charnières en M, des plis en Z, par exemple, pardon. Z, plis en Z, comme vous voyez ici. Regardez ces plis-là d'écoulement, sont des petits plis qui marquent donc un écoulement de la matière. Vous avez donc l'axe du pli ici. Si c'est un pli relativement déversé, voire même couché, donc vous avez le plan axial ici en jaune, vous avez l'axe du pli ici en tiré mauve. Donc le sens, si vous voulez, d'écoulement, c'est indiqué par la flèche ici, écoulement. Alors il s'agit là d'un pli à plan axial renversé, plan axial renversé, charnière légèrement épaisse, par rapport au flanc, mais c'est pas clair. Il s'agit d'un pli ductile, pli semblable, pli formé dans la croûte moyenne à superficielle, pli en forme de Z, comme je viens de l'expliquer, forme de Z, ici, regardez la forme de Z, traduit donc du cisaillement sur les plans lors de la déformation, ce que vous avez ici. Flèche rouge indique le sens de transport, ou bien le sens de déformation, de transport, ou bien de déformation, pli d'écoulement, ce qu'on appelle un pli d'écoulement. Même chose ici, pli d'écoulement en Z. Regardez, pli d'écoulement en Z ici. Vous avez les charnières en N. Charnières en M, la même chose ici. C'est-à-dire les charnières qui présentent des plis, des plissements, des microplissements, et donnent donc la forme de la lettre N. Et peut-être ça, vous allez le voir, comme je dis, prochainement en détail. Charnière épaisse par rapport au flanc. Il s'agit donc d'un pli ductile. Et à plan axial subvertical ici, pli semblable, on peut avoir de la foliation
haute température, courte, moyenne, à profonde. Donc là où se forme ce genre de pli, c'est dans des zones à haute température, au niveau de la courte moyenne à profonde, ou très profonde. Vous avez forme en Z sur les flancs et M en charnière. Donc, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, vous avez les formes en Z sur les flancs et forme en M au niveau des charnières. Alors, ce qui traduit donc du cisaillement sur les flancs lors de la déformation. Cisaillement, c'est-à-dire déformation, déplacement des flancs lors de la déformation. Toujours donc ici le sens de transport, bien le sens d'écoulement, si vous voulez, ici, le sens d'écoulement de la matière. Récapitulatif, si vous voulez, de ces mécanismes de déformation. Récapitulatif, donc ici l'état initial sans déformation. Cisaillement, plan de rupture, de faille. Flexion, pli opaque. Glissement de banc sur banc. Aplatissement, pli anisopaque, puis écoulement, comme je viens de l'expliquer. Donc, c'est un récapitulatif, si vous voulez, de ces mécanismes de déformation. Alors, ces mécanismes de déformation varient avec la profondeur. Elles sont donc fonction de la pression et de la température. Comme on vient de le voir, hein, ces mécanismes donc varient avec la profondeur. Donc, sont liés à la température et à la pression. On peut donc les situer approximativement sur un diagramme de pression-température. Donc, on va essayer donc de situer les mécanismes de la déformation, c'est-à-dire ces différents types de mécanismes qu'on vient de voir, on va les situer approximativement sur un diagramme pression-température. C'est ce que vous avez ici. Diagramme pression et température, donc ici sur cet axe-là, vous avez la température, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, vous avez la pression. La pression. D'accord? C'est la profondeur, si vous voulez, ici. Pression augmente avec la profondeur. Alors, sur ce diagramme pression-température, on peut distinguer trois domaines. Le domaine cassant, représente la surface de l'écorce terrestre ici. Le domaine ductile, c'est le domaine moyen. Et le domaine de la fusion, c'est le domaine le plus profond. Le domaine de la fusion le plus profond ici. Alors, au niveau du domaine cassant ici, c'est-à-dire près de la surface, on peut avoir les mécanismes de cisaillement. Mécanisme de cisaillement, c'est le mécanisme le plus dominant. On peut avoir un peu de flexion, un petit peu de flexion ici. Mais le mécanisme le plus dominant, c'est le cisaillement. Mécanisme de flexion, on le trouve surtout au niveau du domaine ductile, mais au niveau de ça, c'est pas dans le domaine tout à fait, c'est pas dans le domaine ductile en entier, mais dans une partie du domaine ductile. Le reste, si vous voulez, bien la dernière moitié du domaine ductile, on trouve un mécanisme d'aplatissement. C'est ce que vous avez ici. Mécanisme d'aplatissement, ici le mécanisme de flexion d'ici jusqu'ici. Puis après, le mécanisme d'écoulement, une partie du domaine ductile, mais la grande partie, c'est dans le domaine de fusion. C'est-à-dire les fusions, les roches, comme on l'a expliqué, ils ont totalement perdu leurs compétences, ils deviennent visqueuses pour avoir l'écoulement. Voilà, grosso modo, d'une manière très simplifiée, si vous voulez, l'emplacement des différents mécanismes de déformation sur un diagramme pression-température. Sur un diagramme pression-température. Alors, regardez le domaine ductile ici, il peut être subdivisé en deux domaines. Vous avez le domaine 1 ici et le domaine 2. Alors, le domaine 1, vous êtes dans un domaine où les conditions de pression-température n'ont pas encore atteint celles du métamorphisme. À partir d'ici, de ces tirets rouges, c'est à partir de ce tiret-là, on va entrer, si vous voulez, dans le domaine des conditions de pression-température de métamorphisme, c'est-à-dire le domaine 2. Et on obtient donc, si vous voulez, c'est là où on peut voir, si vous voulez, le mécanisme de déformation par aplatissement.
Alors, ces mécanismes varient également en fonction de la composition minéralogique des roches. Les mécanismes également, ils peuvent varier en fonction de la composition minéralogique des roches. C'est ce que vous avez ici, par exemple. Regardez, vous avez la profondeur, vous avez les différents types de roches, la composition minéralogique des roches. Vous avez ici les granites, les grès, les calcaires. C'est des exemples, hein, mais on peut avoir d'autres. Les marnes. Regardez ici, si vous voulez, cet axe-là représente donc la composition minéralogique des roches, et par conséquent, donc, il représente la ductilité ou bien la compétence des roches. Si les granites sont très compétents par rapport au marne et par rapport au calcaire, d'accord? Dur, très résistant. Alors, la déformation d'un granit dans un niveau donné et d'un calcaire, ils ne vont pas être les mêmes, hein, ils vont être différents. Par exemple, ici, on va avoir surtout la tectonique cassante, ici, la déformation ductile ou bien plastique, ici. Et on peut avoir également un domaine intermédiaire entre les deux. Alors, maintenant, on va définir les niveaux structuraux. On arrive donc à la définition des niveaux structuraux. Alors, pour définir ces niveaux structuraux-là, bien sûr, on va les définir sur un diagramme température-pression, bien pression-température. Comme tout à l'heure, sur le diagramme pression-température, on peut avoir, si vous voulez, un niveau cassant, un niveau ductile et un niveau, bien une zone d'écoulement. Alors, on appelle un niveau structural une zone de l'écorce terrestre où les mécanismes de déformation sont les mêmes. Ça, on l'a déjà dit. Les mécanismes de déformation sont les mêmes. Et on a parlé des mécanismes de déformation, on les a définis. Alors là où ils sont les mêmes, on parle d'un niveau structural. Alors, en superposant la définition du niveau structural au diagramme de pression et température que vous avez ici, on ne peut que distinguer trois niveaux caractérisés chacun par un mécanisme de déformation. C'est ce que vous avez ici. Trois niveaux. Vous avez le niveau structural supérieur ici, qui caractérise donc la zone du domaine, ou bien le domaine cassant. Vous avez le niveau structural moyen et vous avez le niveau structural inférieur ici. Alors, le niveau structural supérieur est caractérisé par une tectonique cassante. On a des failles, surtout des plans de discontinuité. Le niveau structural moyen caractérisé par les plis opaques, c'est-à-dire les déformations par flexion. Et le niveau structural inférieur caractérisé par des plis avec schistosité. C'est-à-dire ici, vous avez un plissement par aplatissement, bien déformation par aplatissement, niveau structural inférieur. Mais dans ce niveau structural inférieur, on peut avoir des niveaux. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Alors, 1, c'est un niveau proche, donc du niveau structural moyen. 2, c'est un niveau moyen du niveau structural inférieur. Et le niveau 3, elle est proche de la zone d'écoulement. Apparition de l'écoulement, c'est-à-dire la fusion ici. Alors, cette répartition, ou bien cette subdivision en zones, ou bien niveau 1, 2, 3 du niveau structural inférieur, se fait selon, si vous voulez, les conditions de pression et de température. Donc ici, conditions de pression et température relativement faibles. Ici, conditions de pression et température en 3 ici, élevées. Alors ici, donc comme j'ai dit, on obtient donc des plis et on a des plis et la schistosité. Et après, donc, quand on dépasse l'apparition du d'écoulement, ou bien la fusion, on obtient des plis d'écoulement. Voilà donc les niveaux structuraux, si vous voulez. On va les résumer sur ce bloc diagramme. Bloc diagramme qui représente donc une coupe au niveau donc de la croûte ou bien de l'écorce terrestre. Regardez ici en haut, vous avez les chaînes de montagne. Les chaînes de montagne, regardez ici avec des failles, avec des plans de discontinuité, des chevauchements, etc., des reliefs, etc. Alors, c'est cette surface, si vous voulez, ou bien cette écorce, la surface de l'écorce terrestre, c'est là où on a
C'est ce niveau-là qui correspond au niveau structural supérieur. Niveau structural supérieur dans lequel la déformation se fait par le cisaillement. Cisaillement, c'est-à-dire il s'agit donc d'une déformation discontinuité qui donne donc des plans de fracture discontinus, ce qu'on appelle les failles ou bien les chevauchements ou bien les décrochements, etc. Voilà donc la caractéristique de ce niveau structural supérieur. Et se fait, bien sûr, cette déformation se fait dans des conditions de pression et température normales de la surface de la Terre. Quand on s'enfonce un petit peu dans la profondeur, quand on avance, on se déplace en profondeur de la Terre, on arrive sur le niveau structural moyen. Regardez le niveau structural moyen ici, il est caractérisé par ces déformations continues ou bien la tectonique cassante avec la formation donc, de ces plis qu'on avait qualifiés de plis isopaques. Mais parfois, comme je dis, on peut avoir des plis failles. Regardez, on a également des failles ici, des failles. Alors ici, ce niveau-là est caractérisé par un mécanisme de déformation par flexion. Et on obtient ce qu'on avait appelé les plis isopaques ou bien plis failles. Plis isopaques ou bien plis failles. Alors, ce niveau structural-là, il est limité à sa base par un front qui s'appelle le front supérieur de la schistosité. Le front supérieur de la schistosité. C'est-à-dire, quand on dépasse ce front-là, on va arriver à un niveau où vous avez la schistosité. C'est le niveau structural inférieur. Le niveau structural inférieur est compris entre le front supérieur de la schistosité et la limite supérieure de la foliation, ici. Limite supérieure de la foliation. C'est-à-dire, au-dessous ici, vous aurez donc la foliation et vous allez atteindre, si vous voulez, en bas, tout à fait en bas, début de la fusion. Début de la fusion ici, c'est-à-dire granit d'anatixie. D'accord? Alors, le niveau structural inférieur, regardez, vous avez également des chiffres qui indiquent un peu la profondeur. Ici, 5000 mètres. Ici, donc, c'est 10 000 mètres. Regardez, 10 000 mètres. Donc, c'est très profond. Alors, le niveau structural inférieur, il est caractérisé par un mécanisme d'aplatissement et écoulement également. Et les plis ou bien les structures qui se forment, ce sont surtout les plis anisopaques, l'apparition de la schistosité et de la foliation. Schistosité et foliation. Donc, les caractéristiques, si vous voulez, de ce niveau structural inférieur. Donc, je répète encore, c'est un niveau limité par deux limites. La limite supérieure qui représente le front supérieur de la schistosité et la limite inférieure qui représente la limite supérieure de la foliation. Puis après, le reste ici, c'est le domaine, si vous voulez, d'écoulement. C'est l'écoulement. Il va y avoir surtout mécanisme de déformation par écoulement et formation des plis d'écoulement ici. Voilà donc d'une manière très simplifiée les différents niveaux structuraux qu'on peut avoir au niveau donc de l'écorce terrestre. Niveau structural supérieur, niveau structural moyen, niveau structural inférieur, puis après, sur le domaine, si vous voulez, la zone d'écoulement et le domaine de fusion des roches. Je pense que c'est tout ce qu'on a pour ce chapitre. Alors ici, vous avez le front supérieur de la schistosité, je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a pour ce dernier chapitre. Et donc, c'est le dernier chapitre avec moi. Et vous allez reprendre avec la tectonique des plaques, avec un autre enseignant. Peut-être, ça sera peut-être la semaine prochaine, si vous voulez, selon la disponibilité de l'enseignant. Alors maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc voilà, je répète encore, donc on a terminé le cours maintenant avec moi. Mais vous allez reprendre sur la tectonique des plaques avec un autre enseignant. Je vais vous programmer une séance de TD pour cette dernière partie de module, c'est-à-dire tout ce qui concerne, si vous voulez, la tectonique ductile ou bien la déformation continue. Alors,
Si vous avez des questions, s'il vous plaît, je suis à votre disposition. Désactivez le micro, votre micro. Vous pouvez donc poser vos questions. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure. Il peut la répéter maintenant. Oui, monsieur. Oui. Et je voudrais savoir pourquoi les linéations de boudinage et de crénulation sont qualifiées de linéations de fort. Ah, c'est simple. C'est simple, hein. Qualifié de forme parce que il donne une forme après la déformation, il donne une forme particulière. Une forme, si vous voulez, de la roche. La roche donne, ou bien se présente, si vous voulez, sous une forme particulière, c'est-à-dire pour la forme, pour la crénulation, on obtient donc une roche qui montre, si vous voulez, des microplis. C'est une forme que que la roche acquiert, si vous voulez, à la fin de la déformation. Pour le boudinage, la même chose. C'est une forme de la roche qu'on obtient, si vous voulez, après la déformation, tout simplement. C'est lié à la forme sous laquelle apparaît la roche. C'est-à-dire, avant la déformation, la roche montre une forme donnée, mais après la déformation, il montre une autre forme, si vous voulez, liée au type de déformation. Si vous voulez, s'il s'agit de boudinage, donc on peut voir donc des boudins dans la roche au lieu d'avoir donc des lits parallèles, c'est-à-dire des niveaux parallèles à l'état initial avant la déformation. Et s'il s'agit de crénulation, si vous voulez la liaison de crénulation, on obtient donc une roche avec des microplis. C'est de la forme, tout simplement. Vous pouvez imaginer ça comme ça. C'est le changement de la forme de la roche, c'est-à-dire la forme, l'aspect de la roche, l'aspect de la roche à l'état final. Avant la déformation, il présente un aspect donné, mais après la déformation, il se présente sous un autre aspect, si vous voulez. D'accord? Oui, monsieur. Merci. De rien. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, c'est le moment de les poser, pardon, de les poser. C'est pas seulement pour cette séance de cours, mais si vous avez des questions, même pour les autres, qui concernent les autres séances, si vous voulez. En gros, des questions sur la tectonique ductile, bien la tectonique, bien la déformation continue. Monsieur, Oui. monsieur, j'arrive pas à faire la différence entre l'alignation minérale et l'alignation d'allongement étirement. C'est presque la même chose, sauf l'alignation minérale. Elle intéresse uniquement les minéraux. Les minéraux, je répète encore, des minéraux néoformés ou bien des minéraux anciens mais réorientés. Voilà donc pour l'alignation minérale. C'est-à-dire les minéraux néoformés se forment selon des orientations préférentielles au moment de la déformation. Mais également, on peut avoir des minéraux, une réorientation préférentielle des minéraux anciens, c'est-à-dire des minéraux qui existaient avant, mais on les réoriente quand la roche subit la déformation. Et donne donc une sorte de lignation, c'est ce qu'on appelle l'alignation minérale. Pour l'alignation d'étirement bien d'allongement, il ne concerne pas uniquement les minéraux, mais elle concerne surtout d'autres objets tels que
les fossiles, par exemple, tels que des fragments de roches aussi, des galets, par exemple, etc. N'importe quel objet qu'on peut avoir au niveau d'un terrain, quand il subit une déformation, ces objets-là, ils vont réorganiser selon donc des lignes références. C'est-à-dire qu'ils vont une déformation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un mouvement et un raccourcissement au niveau de l'objet. Ces axes on vient des termes d'objets, on les groupe, on va être selon leur axe des lignes parallèles qui font la ligne sur les termes. C'est